Bienvenue dans cette place de grands hommes, la seule émission qui vous donne l'autorisation de réfléchir à haute voix. Oui, place des grands hommes, une émission où les invités viennent pour parler des problèmes ou exposer ou faire valoir leurs idées par rapport aux problèmes que nous leur posons, par rapport au sujet que nous déballons dans cette émission. Nous déballons pourquoi? Parce que les sujets sont, comment je peux dire, les sujets sont un peu, viennent d'une manière du hasard, et le hasard c'est presque la providentielle qui nous donne les sujets, parce que l'invité aura comme travail de tirer au sort une lettre, et sont ces lettres-là qui nous ouvre un peu les sujets de cette émission. Il tirera 3 lettres, et de ces 3 lettres, on aura 3 sujets et 3 petits débats entre moi, le présentateur, et lui, notre invité. En parlant de cet invité, ce n'est pas de moi, Andra, c'est un journaliste très connu de la ville de Kinshasa et de la République démocratique du Congo, qui est aussi devenu un patron des médias et un analyste aussi politique. Lui, c'est Edmond Izouba, qui est notre invité de ce soir, à qui nous disons bonsoir Edmond. S'il vous était donné de vous regarder dans une glace, qu'est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, c'est ce que l'Église aussi représente en République démocratique du Congo. Donc, l'Église qui nous a amené la Bible, et la Bible nous a amené aussi beaucoup à 2 problèmes, Edmond Izouba. Donc, c'est place de grands hommes, on passe directement à une autre lettre. Donc, c'est notre jeu, hein. Donc, c'est ce jeu-là. On va jouer à ces jeux. Vous pouvez laisser cette boîte-là et prendre une autre. Oui, on va prendre une autre lettre, c'est place des grands hommes, hein, où l'entretien est guidé par le hasard. Donc, c'est ce choix-là, des lettres qui guident notre entretien de ce soir. N, oui. N comme nation, oui. N comme nationalisme. Nationalisme rime avec démocratie aussi. Edmond Izouba, la démocratie en Afrique doit-elle un peu... devons-nous en Afrique avoir notre propre démocratie qui peut suivre notre culture ou nos traditions? Non, pas du tout. Il y a plutôt des principes universels de la démocratie. On ne crée pas une démocratie. Je connais le président, l'ancien président américain qui a défini, je pense c'est Abraham Lincoln, qui a défini la démocratie comme le pire des systèmes politiques. Mais malheureusement, il ne connaissait pas le meilleur. Donc, malgré ces difficultés, malgré ces désavantages, la démocratie reste le meilleur des systèmes. Jusque-là. Jusque-là. Donc, en Afrique, voilà. quand on Parce que dans la création, dans la fondation d'un État, quand les hommes se sont décidés de quitter la jungle, ils ont placé ce qu'on appelait les fondamentaux. En fait, c'est les droits le plus élémentaire d'un être humain qui doit être sauvegardé. Et une fois que ces droits ne sont plus jamais ou sont effacés ou ne sont pas sauvegardés, nous ne serons plus dans un état normal, et là nous serons dans la jungle. C'est d'abord ça le principe de base. Et après ça, vous avez le loi, vous avez la loi fondamentale, la constitution, et puis vous avez l'organisation d'un État. C'est alors qu'on parle des élections, c'est alors qu'on parle de l'organisation administrative, c'est alors qu'on parle des entités territoriales décentralisées et tout ça. Et quand vous mélangez ça, c'est alors que nous pouvons parler de la démocratie. Mais au-delà de ça, c'est vraiment la jungle. Donc il faut organiser l'État, il faut faire le choix. Alors, la démocratie, on voit en Libye un exemple. Avec Muammar Kadhafi, et maintenant qu'on voulait instaurer la démocratie en Libye, on peut dire quoi? Non, ben, il y a quand même ce qui est là. Je dirais pas que la démocratie
a montré ses faiblesses en Afrique. Parce que nous avons quand même vu des présidents dictateurs qui ont eu à une certaine limite placé le voie de développement de leur propre pays. Les dictateurs éclairés. Oui, les dictateurs éclairés, appelez-les comme vous voulez. Mais ils avaient aussi beaucoup de faiblesses. La légitimité. Non, la voix du peuple n'était pas entendue. Vous voyez, le fait pour vous de piétiner vos concitoyens ou votre peuple ne fait pas de vous un véritable président. Mais si on et l'exemple que vous nous donnez, on a le développement au prix de la démocratie. Oui, mais vous retirez le développement au prix du sang, au prix, par exemple, de l'absence de liberté des autres, ce qui ne serait pas correct. Et avec les deux, parce que vous donnez seulement l'exemple typique de l'Afrique, je peux vous donner l'exemple de l'Europe. Et en Irak, Saddam Hussein. Oui, mais c'est des cas vraiment très exceptionnels. Mais en général, où les gens avaient la volonté politique de faire avancer les choses, nous avons vu le contraire. Nous avons vu vraiment leur pays développer. Vous citez la Libye, qui est un peu loin de la RDC, mais regardez le pays qui nous entoure, comme la Zambie, comme la Tanzanie. Ce sont des pays qui ont réussi quand même à atteindre, je dirais, à la limite, comment on appelle ça, l'autosuffisance alimentaire. Donc, c'est pourquoi... Avec la démocratie. Justement, parce que la démocratie crée une sorte de concurrence dans la gestion. Vous avez fait 5 ans ou 4 ans, vous quittez, vous laissez la place aux autres. Vous allez voir que les choses vont s'améliorer de mieux en mieux parce que celui qui remplace voudra faire mieux que l'autre qui était venu avant. Donc, du coup, voilà. Du coup, on n'a pas un roi télé qui peut caporaliser le pouvoir pendant plus de 30 ans et qui, peut-être par la suite, manquera de vision. Nous avons vu combien ceux qui ont récupéré le pouvoir par la force, sans passer par les urnes, comment ils sont finis. Hein, en nous renseignant bien de l'histoire, même l'histoire égyptienne, je dirais italienne, où vous avez... Mussolini. Oui, Mussolini. Benito Mussolini, vous savez comment il a fini. Là. On l'a pendu. Et vous avez Lénine. Vous avez Lénine en Russie. Vous avez... beaucoup de chefs d'État comme ça, Bonaparte, vous avez César et tout ça, Jules César. Donc, tous ces grands dictateurs du monde, c'est vrai, ils ont eu à inculquer leur vision auprès de la population. La France d'aujourd'hui, c'est justement. Oui, justement. Mais comment ils ont fini? Comment ils ont fini? Mouzé Laurent Désiré Kabila, on l'a applaudi quand il a récupéré le pouvoir. Mais comment il a fini? Donc, ce n'est pas toujours mieux de vouloir faire les choses par des coups d'État. Donc, la démocratie, c'est la voie par appropriée. Au lieu de vous verser, au lieu de vous retirer de la scène politique pour aller toucher aux armes, la démocratie plutôt, vous propose une belle option de revendication de terrain. Il y a le Mali, le coup d'État au Mali, au Burkina Faso. N'est-ce pas une réponse du peuple face à cette démocratie-là que vous définissez? Non, il y a plutôt les gens qui cherchent à manipuler la démocratie. Un peu comme vous avez dit tout à l'heure, est-ce qu'on peut faire la démocratie à l'africaine? Oui. Quand est-ce que généralement nos présidents ont ces idées? C'est quand ils se rendent compte que leurs promesses faites auprès de la population non seulement ne sont pas tenues, mais ils sont incapables de les tenir. Du coup, l'entourage, tout ça, l'équipe de flatteurs, le glouton, commence à venir et à proposer des idées sales comme ça. Des idées du genre, voilà, on va toucher à la Constitution, on va faire ceci. Non, il faut être humble. Surtout, en tout cas, la démocratie propose toutes les pistes possibles. Comme le changement de la Constitution, 3e mandat. Oui, mais il faudrait proposer maintenant, quand vous voulez changer la Constitution, il faut proposer des pistes de développement. Il ne faut pas changer la Constitution juste pour vous.
Non, ou pour un régime. Taillé sur mesure. Là, oui, ben voilà, vous avez le terme taillé sur mesure. Donc la constitution s'échange selon le besoin de la communauté et non selon le besoin de vouloir s'éterniser au pouvoir. Voilà pourquoi la plupart de nos chefs d'État qui ont eu à changer certains de leurs articles de la Constitution ou modifier ou aller au référendum, c'était animé par le désir de vouloir se pérenniser au pouvoir le plus longtemps que possible. J'aimais beaucoup la sagesse du président Joseph Kabila qui lui-même a regardé ce qu'il avait et ce qu'il a eu à faire. Et vous avez vous-même le plainte de Joseph Kabila avant qu'il ne quitte le pouvoir. Il n'a pas changé l'homme congolais. Zaïrois, ils les appellent même les Zaïrois. Et les mêmes Zaïrois là sont aujourd'hui dans le même régime. Donc, Mobutu est parti, les gens qui ont livré Mobutu sont restés et ils continuent tant bien que mal de vouloir, pas de manipuler, mais d'envahir des régimes qui ont succédé à Mobutu. Donc c'est le moboutisme qui continue jusqu'à aujourd'hui. Non, mais le système nous a montré qu'il est plus fort que les chefs d'État qui arrivaient. Alors, il appartient à nos chefs d'État de renverser la tendance. Moi, je dirais même il faut créer une nouvelle classe politique parce que ces traditionnels politiciens qui viennent avec leur parti et tout ça, ils nous proposent rien du tout. Ils ne proposent pas de changement. Ils ont de beaux discours quand ils n'ont pas le pouvoir, mais une fois ils accèdent au pouvoir, c'est vraiment pas le développement, c'est vraiment pas ce qu'attendait la population. Donc, du coup, ce que j'ai dit, toutes les pistes sont établies par la Constitution, les lois de la République, ça ne sert à rien aujourd'hui, même pour Macky Sall, c'est lui-même, c'était de sa propre volonté, c'est lui-même qui est décidé de vouloir ramener à 4 ans le mandat d'un chef d'État qui était à 5 ans. Et aujourd'hui, il estime, voilà, ça se tourne contre lui. Oui, mais ça devient trop peu pour lui, il doit encore prolonger, et voilà, le peuple sénégalais contre lui, nous, on l'avait fait dans le passé, et je n'aimerais pas encore que ça arrive encore, parce que quand il y a des tensions dans le pays, quand il y a des morts, il y a des tueries, ça fragilise les développements, le climat des affaires. Or, en réalité, la politique est tenue par l'économie. C'est l'économie qui fait vivre un État, c'est l'économie qui fait vivre une nation. Ce n'est pas la politique. Il faut une bonne économie. Tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes rattrapés par la vérité de notre mollesse du passé. Pourquoi? Parce que on n'a pas produit, on n'a pas économisé, on n'a pas investi. Et pendant que nous cherchons à manger, tout se consomme en dollars. Vous avez un budget de 16 milliards, mais en réalité, le budget est là, mais le budget n'est pas là. Donc vous avez un budget... La théorie des deux bonbons. Voilà, donc le budget est là, mais en réalité, le budget n'a pas un sous-bassement, n'a pas une embellie qui peut soutenir le budget. Donc ça ne se sent pas. Oui, juste par un coup de l'extérieur, le budget tombe comme un château de cartes. Du coup, rien du tout. Donc nous devons beaucoup plus penser à l'économie qu'en politique. Voilà. Oui, nous devons plus penser à l'économie qu'à la politique. Donc si on fait une bonne économie, on oublie les élections. Non, on n'oubliera pas les élections. C'est-à-dire, c'est complémentaire. Quand j'ai des infrastructures, tout est OK. Non, politique. Alors, à quoi servent les élections si c'est pour le développement? On a déjà le développement. Non, les élections, c'est pour encadrer. Vous avez dit, ça fait une sorte d'émulation entre dirigeants qui se succèdent au pouvoir. Mais si déjà c'est dirigeants qui est là, déjà donne satisfaction. Il fait mieux. Ah, ok. Les élections, ça sert à encadrer cette démocratie, à encadrer cette politique. Voilà. Bien que je déplore, la politique de la continuité dans notre pays n'existe pas. Il y a des bons projets aujourd'hui qui ont été confectionnés dans le passé, mais qui se trouvent dans le tiroir. Table rase. Et les autres même jetés, tout simplement parce que tout celui qui arrive, il vient avec les idées de se remplir les poches. Il ne viendra pas avec les idées de dire, voilà, Chicho était là avant, peut-être que dans le tiroir, je peux tirer 2, 3, 4 bons projets pour assurer dans une certaine mesure la continuité. Mais ceux qui viennent, ils font tabula rasa. Je ne suis pas pour ça.
Je déplore beaucoup plus ces comportements qui ne font pas avancer. Mais la démocratie est là pour créer cette émulation, pour encadrer la politique, pour encadrer les dirigeants. Parce qu'en réalité, nous, la démocratie s'exerce de façon partielle. On ne sait pas sentir la totalité de cette démocratie tant que nous n'aurons jamais les élections au niveau de la base. Or, dans d'autres pays, des grandes démocraties, les élections commencent à partir de la base. Donc, pour que le peuple, le petit peuple se sent vraiment intéressé à contribuer dans la gestion d'une nation, il doit se sentir invité, il doit se sentir approché. Or, au niveau du quartier, au niveau des chefferies, au niveau, pas des chefferies, au niveau des avenues, on doit avoir des dirigeants que nous votons, qui émanent réellement, qui sont redevables vis-à-vis de cette population. De son voisin. Voilà, de son voisin immédiat. Le voisin immédiat. Voilà. Donc déjà à partir de ça, la population se sentira intéressée. Il y aura des initiatives, même municipales, il y aura des initiatives même dans le quartier qui pourront être propulsées et avancer de choses. Mais aujourd'hui, tout au niveau de la base n'existe pas, effacé, et nous commençons la démocratie à partir des députés provinciaux, députés nationaux et tout ça. Et vous savez voir que les fils, et je dirais même la fibre démocratique est coupée quelque part et c'est suspendu. Après, il n'y a plus rien. Et après, il n'y a plus rien. Mais moi, je ne sais pas s'il y a une sorte de volontés politiques vraiment de nos dirigeants pour ne pas nous accorder ces élections. Voilà. Il y a une sorte de volonté politique. Nous aussi, on a cette volonté d'avancer dans notre émission. Alors, je vous amène à tirer votre troisième lettre. Je vous rappelle que nous sommes dans Place à de grands hommes, une émission de réflexion. Nous accueillons pour vous Edmond Izuba qui vient comme analyste, comme libre penseur surtout. Ici, on les reçoit comme des libres penseurs, des gens qui viennent juste pour exposer leurs idées. Et là, il tire sa troisième lettre. Si on peut déjà voir cette troisième et dernière lettre, donc ce que ça donne, chers amis téléspectateurs. La lettre est P, oui, voilà. P comme papa, P comme personnel, P comme la paix, oui. À quand la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo? Alors, devons-nous réellement faire la guerre au Rwanda? Moi, je pense que faire la guerre faire une déclaration de guerre. Oui, une déclaration de guerre frontale. Oui, mais ça ne suffira pas. La déclaration de guerre ne suffira pas. Il faut la gagner, la guerre. Vous savez, quand vous déclarez, il faut avoir... les moyens de la gagner. Non seulement le moyen, il faut se rassurer que vous allez gagner la guerre quand vous la Ça fait 30 ans qu'on cherche à se rassurer. Oui, mais c'est ça le mal. Parce que la guerre, si vous voulez bien l'amener, il ne faut pas que ça traîne. Parce que plus la guerre traîne, plus vous perdez beaucoup sur le plan économique. Donc Blitzkrieg, la guerre est claire. Pardon? La guerre est claire. Une guerre est claire. Oui, ben, une guerre, je vous dis, si la guerre traîne, ça fragilise l'économie. Et ça peut retourner contre vous. Et ça peut également retourner contre toute la communauté africaine. On peut directement décapiter le régime, bombarder Kigali. Oui, mais non, pas du tout. Quand vous avez plutôt sur le plan géographique, c'est vrai, Kigali est perdant. Si vraiment nous voulons faire la guerre contre Kigali, c'est vrai, ils auront de l'ascendance sur Goma, parce que Kigali est un peu au-dessus de Goma, mais dans certains territoires congolais, toujours, le Rwanda est visible comme ça. Donc, c'est vraiment un plan géographique magnifique que nous pouvons jamais démolir, parce qu'il y a un chef de l'État qui est là, qui décide de faire du mal aux Congolais pour satisfaire les Occidentaux, satisfaire les multinationales, essayer un peu de cacher sa mauvaise gestion derrière les minéraux de sang. Donc, il faut plutôt avoir beaucoup de stratégies, parce que moi, je vous dis, la guerre du Rwanda avec
contre la RDC, c'est une guerre qui ne fera même pas une demi-journée. C'est ça. Oui, parce que le Rwanda, d'abord, ne compte même pas plus de 3 territoires du Nord Kivu. Pas plus de 3 territoires. Alors pourquoi le Rwanda va faire la guerre au Nord Kivu, Kinshasa sera dans le calme. Mais nous, on va tirer sur Kigali, toutes les institutions seront par terre. C'est ça. Donc, c'est par humanisme que la RDC refuse de faire la guerre au Rwanda. Nous ne sommes pas trop... C'est pas le souci. Ne sommes-nous pas trop humains? Oui, il faut l'être. Mais ça, il faut l'être. Ça ne paye pas. Si vous avez déjà été, si vous avez déjà été à Kigali, je vous jure qu'il faut vraiment être humain pour comprendre les manigances de Kagame. Non, c'est déshumanisé en fait. Le problème, c'est Kagame. Vous savez, moi j'étais à Kigali. Je suis arrivé là-bas. J'étais dans un restaurant. J'ai pris tout ce que je pouvais prendre. Avant de partir, j'ai laissé un pourboire. Un Rwandais prend l'argent, il regarde, il me remercie. Il me dit dans leur langue. Il y avait un ami qui me traduisait. Il dit, il me posait la question si j'étais congolais. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi il me posait cette question. Il n'a pas cette culture-là. Oui, moi j'ai dit j'étais congolais. Ah oui, je savais. Parce qu'il n'y avait qu'un Congolais qui peut donner un Rwandais. Il faut être à la grande barrière pour voir combien de Rwandais quittent Kigali pour venir travailler au Congo. Et là, vous donnez raison à Inosbi qui disait qu'il n'a pas un problème avec les Rwandais, il peut aller jouer son concert là-bas. Non, la question avec Inosbi, ça c'était une bourde. Notre jeune frère a mal réagi. La question était orientée vers Paul Kagame et la campagne Rwanda is killing. Et nous tous, nous savons la finalité de cette campagne. Le chef de l'État a eu à le dire ouvertement que notre souci, ce n'est pas de causer du tort à cette population innocente d'ailleurs, qui ne suit même pas les informations, qui sont... je dirais, qui voient tous les jours leurs droits être bafoués. Justement, une population vraiment victimisée comme ça, une paupérisée, on ne peut pas faire du mal à cette population, même la nature sera contre vous. Voilà pourquoi j'ai dit, humain, oui, il faut l'être, pour comprendre ce qui se passe à Kigali avec Paul Kagame. Paul Kagame préfère sacrifier sa propre population pour faire du plaisir, pour vendre une bonne image auprès de la communauté internationale. Mais cette image-là n'est pas répercutée par le Rwandais. Il préfère aller ramasser les exilés et les gens à qui on refuse les visas au Royaume-Uni pour le ramener à Kigali, là où ils ont de très sérieux problèmes de terre, des problèmes de démographiques, des problèmes démographiques. Vous voyez? Donc, lui-même, dans le mental, vous sentez que ça ne fonctionne pas. Et même la politique là-bas, ça ne marche pas. En interne, on sait que Kagame n'a pas d'opposants. Kagame ne vit pas avec ses opposants. Tous les opposants de Kagame sont en exil. Et aujourd'hui, ils ont compris que pour atteindre la RDC, par la voie de Goma, par la voie du Nord Kivu, ça devient un peu... un rythme déjà connu, une musique que tout le monde sait danser, quand ça tire et tout ça, on sait que c'est Kigali qui instrumentalise. Alors, il est maintenant en train de créer un maillage autour des autres pays limitrophes à la RDC. Ils nous encerclent. Voilà, c'est ça cette politique d'encerclement. Il utilise cette approche, voilà, pour vouloir comment nous contourner. Comme ça peut tirer à partir... de Bandundu, ça peut tirer à partir de Bazouélé, ça peut tirer de gauche à droite, comme ça, lui, il ne sera pas inculpé dans les accusations. Mais on sait que c'est ça la théorie du Rwanda. Pas du Rwanda, mais de Paul Kagame. N'est-il pas un peu trop plus intelligent que nous? Non, il n'est pas intelligent. Mais ça, c'est quelle intelligence? Bon, plus malin que lui. Nommons-le ainsi, plus malin. Oui, plus malin. Alors pourquoi nous ne sommes pas plus malins que lui? Non, mais nous sommes plus malins. Nous sommes plus malins. Comment ça? Oui, parce que nous perdons chaque jour. Non, nous ne perdons pas. C'est vrai. Nous connaissons des défaillances, mais nous ne perdons pas.
rien n'est perdu. Le Rwanda peut entrer en République démocratique du Congo, récupérer les territoires. Mais ils partiront. Quel jour? Ils partiront. Les minéraux s'épuisent aussi. Hein? Ça ne régnera pas pour longtemps, je vous dis, parce que les limites sont connues. Il est simplement manipulé comme une marionnette par ces gens qui sont assoiffés des minéraux du sang. Mais ces minéraux-là, ça ne leur profite pas. Pourquoi nous n'arrivons pas à Kigali? Pourquoi nous n'arrivons pas à convaincre ces maîtres, les maîtres des Kagame pour pouvoir vendre d'une manière légale, leur vendre les minéraux d'une manière légale? Non, ils vont passer perdre. Un peu en dessous, Ils vont acheter sous le manteau. Ils vont perdre. Je pense que eux-mêmes ont eu le temps de comparer cela. Ils ont fait la comparaison de ce qu'ils gagneraient quand, par exemple, il faut venir la journée pour acheter, oui, et de ce qu'ils pourront gagner en volant, par exemple, la nuit. Et aussi, il faut dire, ces multinationales qui soutiennent aussi leur propre pays, soutenus aussi par leur propre pays, ils savent dans quel marché ils vendent ça. Ça dit c'est de l'argent qui ne profite pas directement à leur État, peut-être aussi aux sociétés, aux individus et tout ça. Donc, ils ont créé une marge de manœuvre pour savoir entre eux comment se retrouver. Mais moi, je vous dis, ce qu'il faut faire pour la paix, c'est d'instaurer une armée vraiment dissuasive. Je sais que le complot est tellement énorme et que beaucoup de pays africains ne voudront pas voir la RDC se développer au même titre que ses propres richesses. Donc, ils sont avec nous sans être avec nous. Un peu pour corroborer la thèse de Colette Bachmann, la RDC n'a que sa population. Donc on doit compter sur nous. Mais on a cru que l'EAC viendra résoudre le problème et nous aider à nous débarrasser du M23. On en est où aujourd'hui? Beaucoup sont en train d'attendre la force de la SADC aujourd'hui. Mais moi je vous dis qu'il ne faut rien attendre de cette force. Beaucoup de pays qui sont... Parce que le Rwanda coopère individuellement avec beaucoup de pays de la SADC, y compris de l'EAC. Je prends par exemple le cas de l'Angola. Aujourd'hui, le Rwanda a signé plus de 9 contrats avec l'Angola, notamment des contrats pour l'exploration, l'exploitation même du gaz méthane de la Kivu. Et vous pensez que les Angolais, une fois là-bas, arrivés au Nord Kivu, vont tuer les Rwandais, l'unité de lutte des Rwandais qui viennent se déguiser en M23? Non, je ne vois pas la force angolaise faire cela. Comme ça, on est perdu alors. Non, mais c'est le monde contre nous. Mais du moins, on arrivera. Si on arrive, tous ceux-là qui se sont battus contre le monde ont toujours perdu. Voilà pourquoi moi j'ai beaucoup soutenu l'option de Vital Kamerhe, le fils de l'Est, qui avait proposé l'option du dialogue. Dialogue avec le Rwanda? Oui. La théorie... Ça serait un dialogue de trop. Non, écoutez, cette fois-là, ce n'était pas un dialogue pour dialoguer. Ce n'était pas un dialogue directement avec le Rwanda. C'est en fait la théorie de l'œil du cyclone, où vous avez un triangle, les 3 pays se regroupent, le Rwanda, l'Ouganda et la RDC, moi j'ajouterais même le Burundi, et vous placez le M23 au milieu. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand nous parlons du M23, il ne s'agissait pas de la naissance du M23. Le 23 mars, c'était la naissance du CNDP. Alors, comment se fait-il une milice qui change d'aspect, d'apparence selon les régimes? Donc, vous sentez directement qu'il y a une manipulation. La manipulation provient du Rwanda, la manipulation provient de l'Ouganda et peut-être la participation intellectuelle du Burundi aussi. Donc, on ne doit pas laisser tous ces États-là comme ça. On doit les inviter sur la table de négociation pour régler définitivement le problème du M23. Une fois que ce problème est réglé, c'est alors qu'on peut vraiment, les 4 pays, retrouver la paix. Parce que si on règle le problème du M23 en dialoguant, il y aura un M24 qui sortira. Mais nous sommes en train de faire quoi quand on nous parle de zones tampons où le rebelle devrait être cantonné à Sabinyo? Maintenant, ce n'est plus Sabinyo, on nous parle de Kibumba. C'est encore très dangereux. C'est encore très dangereux. Il faut remettre le point sur les i.
cette question est très cruciale et ça pourra nous causer du tort sur le plan humanitaire. Parce que les déplacements, le mouvement de la population n'aide pas l'économie. Aujourd'hui, la crise est carrément à la porte de Goma. Pourquoi? Parce que cette route-là, la nationale numéro 2, devient non fréquentable. C'est asphyxie Goma directement. Justement, même les poireaux que nous avions l'habitude d'acheter ici, qui provenaient de Goma, il n'y en a plus. Les maragui, tout simplement parce que cette population qui devrait exercer les activités champêtres, ils ne sont pas dans leur lieu de travail habituel, ils sont je dirais, placés dans un lieu de réfugiés où pratiquement ils font de la mendicité. Ils passent la nuit à Belle Étoile, ils sont victimes, exposés à beaucoup d'épidémies. Donc, du coup, ça crée des situations sanitaires déplorables et humanitaires, n'en parlons pas. Des champs sont abandonnés et tout ça. Donc, c'est un problème à régler immédiatement. Alors, nous avons fouillé cette option de Vital. Nous voulons peut-être faire mieux en allant négocier ou ramenant la force de l'EAC ou de la SADC, appelez ça comme vous voulez. Mais c'est aussi une autre forme de dialogue. Nous avons eu beaucoup de cessez-les-feux qui n'ont jamais été respectés. Donc, du coup, c'est toujours la RDC qui fait perdre le temps qui lui aurait peut-être permis de former d'autres militaires et de les outiller et les envoyer au front. Mais si on voit maintenant avec le voyage du VPM en charge des défensives, Jean-Pierre Bemba, on le voit dans l'Est, on voit le président en Chine, on peut aussi dire que peut-être les Chinois ce sont des projets, ce sont des projets. Wagner, ouais, sont des tournés vers la Russie. Ouais, ben, Wagner tourné vers la Russie, c'est pas si mauvais, mais ils ont quel type, par exemple, de combattre l'ennemi? Parce qu'il faut comprendre les choses, que notre guerre dans l'Est, ce n'est pas comme la guerre à la Russie. Le Rwanda est tellement rusé, les RDF maîtrisent tellement ce coin-là, et c'est dans ce coin-là qu'on parle également la langue rwandaise. Vous allez trouver même la langue ougandaise, vous avez trouvé le Kiganda, donc se trouve une minorité tutsi de ce côté-là. C'est pas pour rien qu'ils ont ciblé le coin. C'est en connaissance des choses. Et en venant là-bas, ils n'ont pas cherché à chasser la population, ils se sont incrustés dans la population. Mais dis-moi, maintenant, les Wagner vont utiliser quel système d'attaque pour dissuader le 1-23? Ils vont s'embourber encore dans la Il faut plutôt saluer la force de nos FARDC qui n'ont pas voulu, dans une certaine mesure, tirer sur la population, parce que c'est la première des choses qu'ils ont faites. En occupant Bunagana, c'est un centre de négoce. Oui. Ils n'ont pas chassé la population. Ils y sont démérés avec la population, incrustés dans la population. Difficile même à les déchiffrer la journée ou à les désigner comme ça. Et c'est à la nuit et tout ça. Alors, quand vous avez déjà une force comme ça, il faut avoir la manière de savoir la population. D'abord, le rôle de FARDC, c'est de protéger la population. Donc, le FARDC qui protège la population, il ne peut pas aujourd'hui se retrouver le bourreau de la même population qu'elle devrait au fait protéger. Donc du coup, ça fait un système comme si notre armée était faible. C'est vrai, ce qui est vrai, on a des très sérieux problèmes du côté de moyens et tout ça, mais ça ne veut pas dire que notre armée est faible. Notre armée est encore très forte. J'étais à Nyiragongo, j'ai visité, il y a une unité des snipers qui sont placés là-bas, vers, en tout cas, la dernière barrière à Kibumba, c'est le FARDC. Vous avez encore une belle unité là-bas qui provient d'autres provinces, qui vient renforcer et tout ça. Donc, il faut plutôt prendre conscience de ce que nous avons et de ce que nous pouvons investir pour sauvegarder notre pays de tout ce qu'il y a, de toutes les visées, de tout le tour. Parce qu'aujourd'hui, c'est Rwanda. Hier, c'était l'Ouganda, nous avons déploré. Mais
Demain, ça sera peut-être l'Angola et pourquoi le pas le Congo-Brazzaville. Donc, ouais. il faut faire très attention. Il faut protéger le pays. Et moi, je pense que le président de la République doit faire tout ce qui est à sa manœuvre. Mais les autres qui viendront, je crois que feront encore mieux davantage. Et voilà pourquoi j'ai parlé de la démocratie, parce que ça peut changer des choses, même sur la manière de voir... De gérer cette crise aussi. Oui, de gérer la crise et tout ça, même en termes de coopération, même en termes de diplomatie et tout ça. Voilà. Donc, je pense que jusque-là, rien n'est encore perdu pour le Congo. Rien n'est encore perdu pour le Congo. On a une nouvelle rubrique dans cette émission, Edmond Izouba. Donc, on l'appelle Jugement dernier. Il y a la photo qui va apparaître à l'écran. Et je vous demanderai de juger la réalisation, si elle peut nous aider avec la photo. Oui, elle est là-bas, de ce côté-là. Oui, la photo de Joseph Kabila. Comment pouvez-vous juger ses 18 ans au pouvoir? Jugement dernier. Bon, je pense que les 18 ans au pouvoir de Joseph Kabila a servi le pays à ne pas trop se diviser. Oui, parce que nous sommes dans une zone de la guerre. Il y avait effectivement la guerre quand Joseph Kabila a pris le pouvoir. Je me rappelle bien, Jean-Pierre Bemba était au MLC. Il a été morcelé. Voilà. Donc, voilà. Et tout ça, et la force du mal n'a jamais cessé d'utiliser l'homme politique congolais. C'est toujours le Rwanda. Voilà. Et lui est vraiment vêtu d'une vision très éclairée de la gestion du pays, de la sagesse et tout ça de Salomon. Il a pu unir tous ces belligérants autour d'une seule vision. Et s'il voulait revenir encore comme candidat? Non, il ne reviendra pas. Pourquoi? Je suis très convaincu qu'il ne reviendra pas. C'est l'homme le plus malheureux de tout le président. Parce que il vit paisiblement chez lui, parce que c'est le tout premier ancien président. Il ça c'est pour lui. Il compte ses vaches avec sa femme. Ça c'est pour lui. Mais il ne suffit pas pour lui-même. Rassurez-vous. Il s'est plaint qu'auprès de lui, qu'il n'avait pas plus de 15 bons conseillers pour l'aider à faire avancer le pays. C'était des regrets. A-t-il déjà pris sa retraite politique? Vous le sentez? Joseph, depuis. Mais pourquoi ses proches ne le comprennent pas? Depuis 2018, Joseph Kabila, je dirais même plus avant, je dirais même depuis 2016, Joseph Kabila a compris et commencé à comprendre beaucoup de choses de l'homme politique congolais. Il est maintenant dans le domaine des affaires. Je pense qu'il peut encore faire mieux là-bas. Il est dans le domaine des études. C'est là où est sa place maintenant. Oui, il s'est effacé. Même en politique, de moins en moins, on parle de lui. À la limite, il ne veut même pas qu'on parle de lui en politique. Mais pourquoi ces partisans veulent à tout prix qu'il puisse revenir? Oui, mais ils vont l'imposer comme candidat. Non, mais c'est parce que Joseph Kabila, il est d'abord taiseux, il est placide, taciturne. Vous savez, une fois, quelqu'un m'a dit que Joseph Kabila, qui était à sa ferme de Lubumbashi, comment ça s'appelle? Kachamata. Un de ses oeufs est venu, tout ça. Il était vraiment venu dans l'idée de parler politique avec Joseph Kabila. Il est venu avec sa farde, il a exposé les problèmes. Joseph Kabila ne faisait que le regarder. Et jusqu'à ce qu'il a... Comme il a l'habitude. Oui, il a regardé et puis, vous avez fini? Oui, j'ai fini, monsieur le président. Ok, venez comme ça, on va regarder les vaches de l'autre côté. Voilà, une diversion. Donc, lui-même, il sait ce qu'il fait. Donc, il n'est plus dans le coup. Non, il n'est plus dans le bain. Il s'est éclipsé pour ça. Et je pense que, de plus en plus, en regardant la gestion de Tshisekedi, Joseph comprend que peut-être que Tshisekedi est dans l'erreur qu'il avait commise. Oui, peut-être. Parce que il faut tout ce qui permettait à Joseph Kabila de faire des suggestions à Kabila ont été coupés. Je ne sais pas si la ligne directe existe encore ou si une conversation franche
peut encore se faire entre les deux. Donc voilà. Mais, sauf que chacun vient dans la gestion, il tire ses conséquences et il part. Et beaucoup qui étaient avec Joseph Kabila aujourd'hui ont rejoint Tshisekedi. Et ils sont devenus plus tshisekidistes que les kabilistes. Oui, voilà. Donc, voilà pourquoi je vous dis, Joseph Kabila est en train de regarder tous ces gens-là. Donc, c'est un film déjà vu. Ah, voilà. Donc, un président qui a eu à subir cela, il ne passera même pas à revenir pour la deuxième fois. Sinon, il viendra encore salir la belle image que les gens gardaient encore de lui. Donc, c'est ça. Je pense que aussi, c'est mauvais pour quelqu'un qui était déjà parti de revenir, parce que on ne sait toujours pas est-ce qu'on fera mieux. Peut-être qu'il y a des changements, peut-être des climats. Je sais qu'il est arrivé, il ne s'attendait pas qu'un jour qu'il y ait Covid. Mais quand ça frappait, nous tous, nous étions fragilisés. La crise russe est créée oui, voilà. Nous étions tous frappés. Et aujourd'hui, on essaie un peu de vivre et tout ça. Donc, vous voyez, donc, il y a des circonstances temporelles comme ça qui peuvent carrément vous attribuer un échec indépendamment de votre volonté. Bien que j'ai dit, et de vos compétences. Je n'ai pas dit ça de ce régime, mais j'ai dit seulement qu'il y a des circonstances et tout ça. Qui peuvent arriver. Oui, donc nous passons à la toute dernière rubrique. C'est l'instant télé. Ah, il y avait seulement une seule image. Oui, c'est seulement une seule photo. L'instant télé, la régie. Si on peut, c'est pour l'instant télé maintenant, l'instant télé et puis on revient. C'est la rubrique Instant Télé où nous allons inviter Edmond. Je vous invite à me rejoindre ici, devant cette télé qui fait partie de notre décor. Vous pouvez zapper un peu. Je vous demande de zapper. Ah, zapper. Qu'est-ce que vous ressentez en faisant ça? En fait, des souvenirs. C'est une nostalgie pour moi. Oui. Parce que... Vous touchez et parler. Oui, parce que je le faisais. C'était des gestes assez réguliers à la maison. À chaque fois, quand on voulait basculer, bien qu'on n'avait pas assez de chaînes, c'est ici qu'on faisait changer de chaîne. Et ici, on ajustait. Et puis à un moment, quand ça ne marchait pas, on tapait derrière pour que ça donne l'image. Une petite anecdote. De cette télévision. Oui. C'était, je crois, en 1992. Je me rappelle, on suivait, je crois, si c'est pas 92, ça doit être 91 ou 90. On suivait les débats en direct aux RT. Forum. Non. Qu'on appelait forum. Non. La conférence nationale souveraine. C'était vraiment une journée très agitée. Et puis notre télévision était tombée. Parce que là, nous on était en train de regarder, on ne sait pas ce qui s'est passé avec l'étagère. Et puis du coup, ça a cédé. Ça a cédé et c'est la première fois que j'ai découvert ce qui s'est trouvé à l'intérieur de la télévision, de cette télévision, en attendant que les parents ne puissent s'approvisionner d'une autre télévision. Donc on est resté vraiment, comme on dit, sans télé. Une maison sans télé. Sans télé. Et comme la solidarité à l'époque était assez vive entre les Quinois, on quittait notre maison pour aller regarder dans le fenêtre des autres. Des voisins. Alors, comment expliquer que nous sommes passés de ça à ça, mais on arrivait à regarder même 100 personnes, ou bon, 20 personnes arrivaient à regarder une aussi petite télé, un petit écran comme ça, et on suivait le match. C'était comment? Parce que maintenant, on n'y arrivera pas. Oui, mais justement parce que c'était une innovation. Parce qu'on attendait parler de la télévision, on n'avait pas vu. Et à l'époque, c'était d'abord la radio, on suivait tout à la radio. Maintenant qu'on voyait les images, c'est défilé. On voit la personne qu'on a l'habitude de voir, comme mon père, qui passait aussi à l'OZRT. Donc, paf, on voit, donc ça donnait de la sensation, ça donnait autre chose, quoi.
Donc, ça valorisait. Oui. Donc, c'est cette sorte de végétariat que les gens vraiment suivaient. Les véritables stars. Oui, voilà. Et puis, la télévision, en tout cas, à l'époque, avait quand même beaucoup de contenu. Il y avait beaucoup de programmes qui aidaient la jeunesse, qui aidaient aussi, bon, je dis, hein, pour la plupart, la jeunesse à bien, à mieux grandir, hein, à mieux grandir. Et surtout nous, à l'époque, élèves. Donc, elle formait la télé. Voilà, il y avait des films, vraiment, pas n'importe quel film. Il y avait des séries. À l'époque, Dona Beja, on suivait. Donc, c'est vrai, c'est une petite télé, mais en réalité, c'est des familles et des familles qui s'est regroupées pour suivre. Le soir, il y avait même des émissions, Arbre à Palabre, et tout ça. Donc, voilà, il y avait même des émissions comme ça, où on dit, après cette émission, on va fermer, et puis quelqu'un est là pour vous expliquer la suite. Donc, la télévision reste la meilleure invention jusque-là de l'homme. Parmi les meilleures inventions. Alors, l'émission Place des Grands Hommes vous a reçu. Vos impressions, Edmond Izuba? Non, mes impressions sont bonnes. C'est vrai, pour tirer le papier, c'est pas facile. On ne sait pas sur quelle lettre on va tomber. On parlera de quoi justement. Souvent, c'est des idées que vous devez produire sur place, sur le plateau. Ce n'est pas vraiment facile. Il faut avoir une très bonne culture générale pour d'abord poser des questions comme ça. Et puis, il faut être bien formé pour répondre. Donc, je pense que j'ai satisfait à toutes les réponses. Ça, c'est pas à vous, c'est au public de juger. Donc, j'ai dit un grand merci à la chaîne que j'ai fréquentée pour la première fois. Souvent, je viens dans cet immeuble pour participer aux d'autres émissions, mais d'une autre chaîne. Mais je viens de découvrir qu'il y a pas mal un investissement médiatique énorme. Voilà la taille du phare qui n'était qu'un journal papier. Un journal papier. Aujourd'hui, le phare devient un imposant groupe de presse de la République démocratique du Congo. C'est parmi vraiment les journaux les plus lus. Mon souhait est de voir aussi le phare TV devenir vraiment une télévision suivie à la même taille que le journal. Pourquoi pas migrer, aller vers le satellite, intégrer d'autres bouquets qui pourra propulser certaines émissions, certains programmes aussi. Donc je suis très ravi de votre invitation. Coup de chapeau à vous. Merci. Et j'ai dit également un grand merci à toute l'équipe, le professionnalisme, les matériels que j'ai vus, vraiment de matériel sophistiqué. J'ai dit un grand merci aussi à ces utilisateurs de ces matériels-là qui sont en réalité des héros dans l'ombre. Oui, des héros dans l'ombre qui nous ont accompagnés dans cette émission. Alors, Edmond Izuba, c'est la tradition. Vous devez signer notre livre, donc vous allez vous asseoir. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Je suis ici, je suis là. David, oui. Merci à cette équipe technique qui nous a accompagnés. Merci aux dirigeants de cette très très grande chaîne, le Phare Télévision. Et merci surtout à vous, chers amis téléspectateurs, vous qui avez suivi cette émission. On se retrouve prochainement et restez branchés sur le Phare Télévision, la référence de l'information. Bye.